Alors avant de définir la pédagogie, j'emprunte à mon collègue Jean Housset, que Jean-Pierre Pourtois connaît bien, qui est venu ici à plusieurs reprises travailler à Mons et qui est quelqu'un dont les travaux font aussi autorité en matière éducative, cette définition du pédagogue. Un praticien théoricien, dit Jean Housset, de l'action éducative. Le pédagogue, pour lui, c'est quelqu'un qui conjoint la théorie et la pratique à partir de sa propre action. C'est quelqu'un qui cherche à obtenir une conjonction parfaite de l'une et l'autre, tâche à la fois indispensable et impossible. Si on y arrivait, il y aurait, dit-il, extinction de la pédagogie. Et il ajoute, Jean Housset, il y a en effet un écart irréductible entre la théorie et la pratique. La pratique échappe toujours un tant soit peu à la théorie. Elle ne peut se réduire aux seules compréhensions théoriques que l'on en a. Et la théorie dépasse aussi toujours quelque peu la pratique. Il est toujours encore possible de produire d'autres discours théoriques sur telle ou telle action. Pour le pédagogue, il y a donc un écart fondamental entre la théorie et la pratique. C'est dans cette béance qui tout à la fois sépare et unit que se fabrique la pédagogie. Rappelez simplement que, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en ait dit, on n'est pas dans une nouvelle mode. Je veux dire, les neurosciences, c'est la suite finalement d'une histoire, d'une discipline qui s'appelle la psychologie. Je veux dire, les neuroscientifiques aujourd'hui, pour la plupart, émanent de départements de psychologie. Ils ont fait des études de psychologie. Ils utilisent simplement des nouvelles technologies qui ont émergé au cours du temps, dont l'IRM par résonance magnétique, mais aussi l'électroencéphalographie qui permet effectivement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et je pense que c'est une révolution qui est importante, hein, elle est aussi importante de ce point de vue que le microscope. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup la capacité d'avoir une forme introspective sur notre tissu biologique qui nous permet de penser. C'est quand même absolument critique, je veux dire, dans l'histoire de nos disciplines. Et donc, juste pour rappeler quand même qu'il y a quelques psychologues qui s'étaient déjà intéressés à la pédagogie. Si on prend le laboratoire que je dirige aujourd'hui à la Sorbonne, qu'Olivier Houdet a dirigé par le passé, il a été dirigé pendant un temps par Alfred Binet, psychologue à qui on avait en tout cas demandé, ou à qui le ministère de l'époque avait demandé, et souvent on oublie les deux parties de la proposition, enfin de la demande qui avait été faite à Alfred Binet. Un, de développer des outils pour identifier dans les classes les élèves qui répondaient mal à la pédagogie générale. On voyait bien déjà qu'il y avait une problématique de ce point de vue-là, et je rejoins entièrement cette question de décision. C'est-à-dire qu'évidemment, vous faites la même séquence pédagogique devant une classe, vous avez, en termes d'apprentissage des élèves, une diversité extrêmement forte de la réponse à cette séquence pédagogique que vous avez mis en place, ce qui nécessite en permanence de s'adapter, de faire des choix et de prendre des décisions de ce point de vue-là. Le cerveau, de comprendre finalement comment ce développement et ces apprentissages peut être aussi compris par le prisme de ce développement cérébral. Pourquoi c'est important? Parce que ça a des incidences sur la façon dont on peut penser le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Pas forcément les méthodes pédagogiques associées, mais au moins la façon dont ce cerveau va se développer et comment ça peut créer des contraintes finalement sur la façon dont on peut comprendre le développement et l'acquisition d'un certain nombre de compétences chez l'enfant et chez l'adolescent. Avec effectivement, et on le retrouve bien là, les lignes de fracture de notre champ disciplinaire que sont les neurosciences, elles sont aussi très dépendantes, encore une fois, de valeurs et de finalités, mais aussi de conceptions philosophiques sous-jacentes. C'est-à-dire que si vous interrogez, par exemple, quelqu'un comme Stanislas Dehaene, il est très dans la ligne de Chomsky, il est très néo-kantien, c'est-à-dire qu'il considère qu'en fait, toutes les structures sont finalement là dès la naissance et qu'elles ne cessent de s'affiner, mais que globalement, c'est presque une vision, je dirais, très déterministe de votre développement. C'est-à-dire que vous considérez que vous avez des structures préalables de votre pensée et qu'elles vont simplement s'affiner au cours du temps, sans prendre en compte nécessairement les effets de l'environnement sur justement le développement de ces structures. Et puis, si vous interrogez Olivier Houdet, vous aurez une vision qui est très différente finalement de la construction de l'intelligence et des systèmes cognitifs, qui va au contraire penser que même s'il peut y avoir des structures préalables, elles se construisent au cours du temps et qu'elles peuvent se modifier du fait même de la pression de l'environnement. Parce que, et ça c'est quand même quelque chose qu'on a, qui est à mon avis un peu un faux procès sur les neurosciences, c'est-à-dire que souvent on oppose les neurosciences à des visions plus sociologiques de la construction de l'enfant. On serait quand même très stupide en tant que neuroscientifique de ne pas penser que l'environnement joue sur le développement du cerveau. C'est-à-dire que comme le cerveau se développe pendant plus de 20 à 25 ans, qu'on passe notre temps à dire
que le cerveau est plastique, ce qui veut dire que globalement, il peut, au cours du temps, se transformer justement à chaque acquisition de nouvelles compétences. On a des transformations de la structure même du cerveau, pas simplement de son fonctionnement, mais de sa structure même. Ça serait un peu absurde de penser qu'en même temps, les structures sociales, d'une certaine manière, votre origine sociale, les événements de vie que vous traversez n'auraient pas d'impact sur la façon dont se développe ce cerveau. Ces débats un peu vifs, là, c'est Stanislas Dehaene, je ne peux pas les avoir ici avec Grégoire, parce que nous sommes complètement sur la même longueur d'onde. Nous sommes complètement sur la même longueur d'onde et je suis très heureux qu'il insiste tant, alors c'est peut-être le point sur lequel je vais rebondir, sur la question de la métacognition. Moi, j'ai publié un livre là-dessus en 1999. C'est un livre qui est épuisé depuis longtemps et un livre qui, sans doute, est complètement obsolète. Je ne l'ai pas relu. Ça fait 25 ans qu'il est sorti. Mais déjà en 1999, dans mon laboratoire, avec mes étudiantes et mes étudiants, nous nous étions emparés de cette question de la métacognition. Et déjà, à l'époque, il y avait des collègues sur le terrain qui travaillaient très sérieusement sur cette question, qui faisaient un vrai travail, alors parfois un peu naïf dans la formulation des questions, parfois un peu superficiel dans l'usage qu'on faisait des réponses des élèves, mais qui était quand même un vrai travail pour faire émerger dans la classe cet outil fondamental qu'est la métacognition, par laquelle l'autonomisation intellectuelle se construit. Et là, je crois qu'on touche vraiment à un élément essentiel et un élément qui, alors je ne dis pas réconcilie parce qu'on n'a pas besoin d'être réconcilié, mais qui rassemble ce qui est au cœur de la pédagogie, à savoir donner à la personne la possibilité de se construire comme sujet conscient, et ce qui est au cœur des neurosciences telles que Grégoire nous les a présentées, c'est-à-dire permettre à la personne de s'émanciper et permettre à l'enseignement et aux situations éducatives plus largement de lutter contre les inégalités et toutes les formes de fatalité sociale en particulier.